Ils ont donné 100% de la boîte à ma sœur, alors j'ai démissionné. Une semaine après, papa m'a supplié de sauver le client à 12 millions qu'ils avaient perdu. J'ai dit, laisse ta fille PDG gérer ça. Ce n'était pas une simple intuition passagère. C'était une certitude glaciale, un frisson lourd et insistant qui vous parcourt l'échine quand vous réalisez que le sol sur lequel vous marchez depuis des années est en train de se dérober sous vos pieds. Après cette réunion étrange, marquée par des silences pesants et des regards fuyants avec mon père, Hervé, et ma sœur cadette, Océane, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. L'air dans le bureau semblait trop dense, chargé d'une électricité statique qui annonçait l'orage. Je me suis retrouvée dans la salle des archives sécurisées de Logistique Atlantique, notre entreprise familiale basée dans la zone industrielle de Nantes. C'est un endroit où je n'avais pas besoin d'aller souvent, un sanctuaire de poussière, d'odeurs de vieux papiers et de dossiers oubliés que personne ne consultait plus à l'ère du tout numérique. Personne, sauf ceux qui voulaient cacher quelque chose, enfouir des secrets loin des serveurs informatiques et des regards curieux. Je cherchais officiellement une vieille licence de transport routier pour un audit, un prétexte parfait pour fouiller sans éveiller les soupçons. Mais au fond de moi, ce que je cherchais était bien pire qu'un simple document administratif. Je l'ai trouvé niché tout au fond du vieux coffre-fort fiché Bosch, dont je possédais le double des clés en tant que directrice des opérations. Une simple chemise bleue cartonnée, notariée, sans étiquette, sans code de projet, posée là comme une bombe à retardement silencieuse. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, une réaction physique incontrôlable, comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'admettre. Le papier crissa sous mes doigts, un son qui me parut assourdissant dans le silence de la pièce. Ce n'était pas un brouillon. Ce n'était pas une proposition future ou une hypothèse de travail. C'était un acte de donation-partage finalisé, signé de la main tremblotante de mon père et tamponné officiellement par Maître Dupont, le notaire de la famille depuis 30 ans. Je relus la première page, puis la seconde, espérant une erreur de lecture. Mais les mots étaient clairs, brutaux, juridiquement irrévocables. 80% des parts de l'entreprise, ainsi que le titre de présidente directrice générale, étaient transférés à Océane. Mon nom n'y figurait pas. Pas une seule fois. Pas en tant qu'actionnaire minoritaire, pas en tant que consultante. Rien. 10 ans de ma vie, de mes sacrifices, de mes nuits blanches passées à surveiller les chargements, tout cela était effacé d'un trait de plume. Je n'avais rien reçu. Absolument rien. D'où m'écoutez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté et si vous avez déjà ressenti une telle trahison, ce moment où le monde s'arrête. Cette trahison ne faisait pas seulement mal. Elle semblait impossible. Impossible parce que je n'étais pas une simple employée attendant son salaire à la fin du mois. J'étais la colonne vertébrale de cette boîte. Mais ce jour-là, dans le silence froid des archives, éclairé par la lumière crue des néons, j'ai compris que pour mon père, je n'étais qu'un meuble fonctionnel qu'on laisse derrière soi quand on déménage vers une vie plus brillante. Il faut que vous compreniez ce que représentent réellement ces 10 années pour saisir l'ampleur du choc. Je m'appelle Marjolaine, j'ai 32 ans, et pour la dernière décennie, j'ai été officiellement la directrice des opérations de Logistique Atlantique. C'est un titre ronflant sur une carte de visite, cela impressionne dans les dîners mondains, mais la réalité était bien moins glamour. Cela signifiait que j'étais celle qui faisait tout fonctionner, dans l'ombre. J'étais celle qui avait construit de zéro notre système de traçabilité des camions frigorifiques, ligne de code après ligne de code, nuit après nuit. Le système qui nous permettait de garantir à nos clients, des traiteurs de luxe et des grands restaurants, que leurs produits ne rompraient jamais la chaîne du froid, même en pleine canicule. Ce système, mon bébé, a doublé notre chiffre d'affaires en 3 ans. J'étais celle qui a raté le mariage de sa meilleure amie, Julie. Je me souviens encore de ce jour-là avec une clarté douloureuse. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'église, vêtue de ma robe de demoiselle d'honneur en soie rose pâle, le maquillage coulant à cause de la chaleur et du stress. Je hurlais au téléphone pour gérer une grève surprise des dockers au port de Saint-Nazaire parce que mon père, Hervé, avait oublié de signer les bordereaux de douane essentiels avant de partir jouer au golf. J'ai sauvé la cargaison de langoustines vivantes, d'une valeur de 50 000 €, mais j'ai raté la cérémonie. J'ai vu les mariés sortir de l'église de loin.
J'ai sacrifié ma vingtaine pour des crustacés. Ma vie personnelle était un véritable cimetière de SMS non envoyés ou de messages disant « Désolé, je dois travailler, je ne peux pas venir ce soir, une urgence à l'entrepôt ». Je ne prenais pas de vacances. Je n'avais pas de rendez-vous amoureux. Je ne faisais que travailler. Les entrepôts glacés de Nantes étaient devenus ma maison, l'odeur persistante du poisson frais et du diesel des camions était devenue mon parfum quotidien, imprégnant mes vêtements et ma peau. Et j'ai fait tout cela à cause d'une promesse. Une promesse insidieuse. Mon père Hervé avait toujours été clair, ou du moins, je le croyais. Un jour, tout ça sera à toi, Marjolaine, disait-il souvent en mettant son bras lourd et réconfortant autour de mes épaules après que j'ai décroché un gros compte difficile. Tu as la tête pour ça. Tu es solide. Tu es la seule capable de porter ce fardeau. Ta sœur, elle est faite pour des choses plus légères, elle est trop fragile pour ce monde de brutes. Je l'ai cru. J'ai bu ces paroles comme du petit lait. J'ai carburé à cette promesse comme un camion carbure au diesel. C'est devenu mon identité entière, ma raison d'être. Les gens demandent souvent pourquoi je suis restée si longtemps, pourquoi j'ai supporté les heures interminables et les Noëls passés au bureau à vérifier les inventaires. Ce n'était pas juste de la loyauté filiale. C'était un piège psychologique complexe. Quand vous êtes le survivant, le pilier, celui qui maintient l'entreprise familiale à flot contre vent et marée, votre sacrifice devient votre identité. Vous n'êtes pas juste une employée. Vous êtes le mur porteur qui tient toute la structure. Vous portez l'épuisement comme une médaille d'honneur invisible. Vous vous convainquez qu'un jour, tout ce sacrifice sera reconnu, validé, récompensé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les murs porteurs, on ne les remercie pas. On les ignore, on vit à l'intérieur sans y penser, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Puis, comme un ouragan parfumé au patchouli, ma sœur Océane est rentrée à la maison. Elle n'avait pas assisté à un dîner de famille depuis des années. Elle s'était cherchée à Bali pendant 2 ans, vivant dans des villas avec piscine, puis avait tenté de construire sa marque personnelle à Paris en tant que coach de vie holistique et influenceuse bien-être. Elle avait 29 ans, 3 ans de moins que moi, mais elle semblait venir d'une autre planète. Elle était charismatique, belle, bronzée toute l'année, et avait un compte Instagram avec 50 000 abonnés que mon père trouvait absolument fascinant. Moi, en revanche, j'avais des tableurs Excel, des cheveux souvent attachés à la hâte et des cernes sous les yeux que même le meilleur anti-cerne ne pouvait plus cacher. Hervé a été immédiatement aveuglé. C'était pathétique et douloureux à voir. Un homme de 62 ans, qui avait bâti son empire sur la sueur, la logistique pure et dure et le pragmatisme, se retrouvait soudainement hypnotisé par sa fille cadette qui lui parlait de vibration, d'alignement des chakras et de l'importance de l'image de marque personnelle. Dès son retour, Océane a commencé à critiquer tout ce que j'avais construit, mais avec un sourire doux. L'entrepôt sentait trop le poisson, disait-elle en pinçant le nez. Les bureaux étaient trop gris, trop déprimants. L'énergie du personnel était trop basse, trop lourde. Elle apportait des cristaux de quartz rose pour les poser sur le bureau de la comptable en chef, une femme de 50 ans nommée Martine, qui la regardait comme si elle était folle alliée. Mais mon père ? Il riait. Il trouvait ça charmant. Il disait que c'était rafraîchissant. Elle a une perspective moderne, Marjolaine, me disait-il lors de nos déjeuners, les yeux brillants. On a besoin de ça. On est trop vieux jeu, trop poussiéreux. Le monde change. J'ai essayé de lui montrer les chiffres, les contrats solides que j'avais sécurisés, la stabilité financière que j'apportais année après année. Il a balayé mes dossiers épais d'un revers de main agacé. Les chiffres, c'est bien, ma chérie, c'est utile. Mais Océane, elle a la vision. Elle a le rêve. La vision ? Océane ne savait pas faire la différence entre une palette Europe standard et une palette perdue. Elle ne savait pas que nos marges bénéficiaires se faisaient sur les centimes d'euros économisés au kilomètre grâce à l'optimisation des trajets. Mais elle savait sourire, elle savait flatter l'ego vieillissant d'un père qui avait peur de devenir obsolète, peur de la vieillesse. Pour la fête des pères, elle lui a offert un bracelet en pierre volcanique censé apporter le succès et la virilité. Il l'a porté tous les jours, le montrant à tout le monde. Moi, pour son anniversaire,
Je lui avais offert un contrat exclusif de 500 000 € avec une chaîne de supermarchés bio que je négociais depuis 6 mois. Il m'avait juste dit « Bien joué, c'est bien » avant de ranger le contrat dans un tiroir sans même le lire, préférant admirer son bracelet. La comparaison était cruelle, brutale, mais je refusais de la voir en face. Je pensais que le travail réel finirait par payer. Je pensais que la compétence l'emporterait sur le charme. J'avais tort. Une semaine après son retour définitif à Nantes, Hervé a convoqué une réunion générale extraordinaire de toute l'entreprise. C'était un lundi matin pluvieux. Les chauffeurs routiers avec leurs gilets jaunes, les manutentionnaires en tenue de travail, les secrétaires, tout le monde était là, entassé dans la grande salle de conférence qui sentait le café froid et l'humidité. Je me tenais debout à la droite de mon père, mon carnet de notes à la main, prête à consigner les nouvelles directives opérationnelles. Je pensais qu'il allait annoncer une extension de l'entrepôt sud ou peut-être l'achat de ce nouveau logiciel de gestion de flotte que je réclamais depuis des mois. Mon cœur battait un peu plus vite, espérant une reconnaissance. Il s'est raclé la gorge, a ajusté sa cravate en soie, et a souri d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Un sourire de fierté aveugle, presque enfantine. « Mes amis » a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le silence. Logistique Atlantique a besoin de 109. Le monde évolue vite, et nous devons évoluer avec lui. Nous avons besoin de nous réinventer pour le XXIe siècle. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre du recul sur la gestion quotidienne. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Enfin. Il allait annoncer ma promotion. Il allait enfin me laisser les rênes officiellement, me nommer directrice générale comme il l'avait promis tant de fois. J'ai redressé les épaules, inspirant profondément, prête à accepter la responsabilité devant tous. J'ai le plaisir, l'immense joie, de vous annoncer que dès aujourd'hui, Océane prend la direction générale de l'entreprise en tant que PDG. Elle apportera la créativité, la jeunesse et la modernité qui nous manquent cruellement. Le temps s'est arrêté. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd, gênant. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains devenir glacées. Océane s'est levée, rayonnante, dans une tenue de créateur crème qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de 2 de nos chauffeurs réunis. « Merci papa » a-t-elle dit avec sa voix douce, mielleuse, parfaitement modulée. Je suis tellement excitée de changer l'ambiance ici. On va faire de grandes choses. On va mettre de la couleur dans ce monde gris. On va créer une entreprise qui a du sens. Je suis restée figée, transformée en statue de sel, incapable de bouger ou de parler. Les regards des employés se sont tournés vers moi. J'y ai vu de la pitié. De l'incompréhension. De la peur aussi. Ils savaient. Ils savaient qui faisait tourner la boutique. Ils savaient qui ils appelaient à 4 heures du matin quand un camion tombait en panne sur l'autoroute sous la neige. Et ce n'était pas Océane. Et Marjolaine, a osé demander Bernadette, notre responsable RH, une femme intègre qui m'avait vu grandir et qui connaissait la valeur de mon travail. Marjolaine restera bien sûr directrice des opérations, a répondu mon père rapidement, sans même me regarder, comme s'il avait peur de croiser mon regard. Elle sera là pour soutenir sa sœur. Pour s'occuper de la technique, de l'intendance. Océane s'occupera de la stratégie, de la vision et de l'image. Soutenir sa sœur. S'occuper de l'intendance. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une condamnation. En d'autres termes, je ferai tout le travail difficile, sale et complexe, et Océane récolterait toute la gloire et les bénéfices. J'étais rétrogradée au rang d'assistante de luxe pour ma propre sœur cadette incompétente. Le travail de destruction a commencé instantanément, dès la fin de la réunion. Océane n'a pas perdu de temps pour imposer sa marque. Dès le lendemain, elle a changé la police officielle de l'entreprise sur tous nos documents pour quelque chose de plus ludique, une sorte d'écriture manuscrite illisible qui rendait nos factures et nos bons de livraison non professionnels. Elle a passé 2 jours entiers à choisir une nouvelle palette de couleurs pour la salle de pause, insistant pour peindre les murs en jaune mimosa et vert sauge, pour stimuler, disait-elle, la créativité des caristes et des chauffeurs. Elle postait des selfies dans la salle de conférence avec le hashtag #girlboss #newceo et elle était partie à 16 heures tous les jours pour ses cours de yoga ou ses soins du visage. Mais le pire n'était pas la décoration douteuse. C'était l'opérationnel,
le cœur de notre métier. Mes stratégies basées sur les données, celles que j'avais passé des mois à développer pour optimiser nos coûts, ont été soudainement rejetées comme étant trop rigides, trop masculines. Marjolaine, tu es trop dans le contrôle, trop stressée, me disait-elle en sirotant son matcha latte bio dans mon bureau. Il faut laisser l'énergie circuler. Il faut faire confiance à l'univers. Elle a décidé unilatéralement de changer notre fournisseur de glace carbonique, un partenaire fiable et certifié avec qui je travaillais depuis 5 ans, pour une nouvelle start-up dirigée par un ami de son groupe de méditation. C'était 20% plus cher, et j'avais vérifié, ils n'avaient aucune certification ISO pour le transport alimentaire. Ils ont une super vibe éthique et des emballages recyclables, a-t-elle justifié quand je l'ai confrontée. J'ai essayé de protester. J'ai couru voir mon père. J'ai montré à Hervé que ce changement allait nous coûter cher et surtout, augmenter drastiquement les risques de rupture de la chaîne du froid, ce qui pouvait être fatal pour nos clients. Il a soupiré, l'air agacé par ma négativité constante. Laisse-la essayer, Marjolaine. Tu es toujours à voir le verre à moitié vide, à chercher les problèmes. Fais-lui confiance. Elle a de l'instinct. J'ai vu mon père, un homme qui avait bâti son entreprise sur la diligence, la prudence et le respect des normes, fondre devant elle, captivé par ses mots à la mode et sa jeunesse. Ce n'était pas seulement de l'aveuglement sénile. C'était un choix volontaire. Le choix de normaliser la cruauté et l'injustice envers moi pour satisfaire son ego et se sentir jeune à travers elle. Dans certaines familles, un système toxique s'installe tôt et se fige avec le temps. Ils attribuent des rôles immuables. Il y a l'enfant doré, celui qui ne peut rien faire de mal, qui représente tous les espoirs et les rêves de la famille. Et puis il y a le bouc émissaire, ou dans mon cas, la bête de somme, l'utilitaire. Toute ma vie, j'ai été celle qui était compétente, fiable, donc j'étais celle qui héritait du travail et des problèmes. Océane était celle qui était charmante, solaire, donc elle était celle qui récoltait les louanges et les cadeaux. Mon père n'a pas seulement préféré Océane. Il avait besoin qu'elle soit la brillante. Parce que si elle était le génie créatif, alors il pouvait justifier d'ignorer ma compétence qui, au fond, l'intimidait peut-être. Au milieu de ce chaos grandissant et de cette humiliation quotidienne, il y avait une lueur d'espoir, ou peut-être la dernière encre qui me retenait de sombrer. Le projet Kersozon. C'était mon bébé, mon œuvre majeure. Un contrat colossal de 12 millions d'euros pour organiser la logistique complète et le traiteur du centenaire du groupe maritime Kersozon. C'était l'événement de la décennie à Nantes. 2000 invités VIP, des ministres, des capitaines d'industrie, des fruits de mer ultra frais servis en plein mois de juillet, sous des chapiteaux immenses au bord de l'eau. Un cauchemar logistique pour n'importe qui, mais un défi excitant pour une experte. Cela demandait une précision chirurgicale. J'avais passé les 6 derniers mois à construire l'offre, soir après soir. C'était entièrement basé sur des données précises, une refonte stratégique complète de leur chaîne d'approvisionnement événementiel. J'avais conçu des unités de réfrigération mobiles autonomes, calculé les temps de trajet à la seconde près en tenant compte des marées et du trafic estival. Madame Kersozon, la matriarche de 65 ans qui dirigeait cet empire maritime, était une femme redoutable, respectée et crainte. On l'appelait la « Dame de fer de l'Atlantique ». Elle ne tolérait pas l'incompétence ni le baratin. Elle aimait mes plans. Lors de nos réunions préliminaires, elle avait hoché la tête avec approbation devant mes tableaux de risque. J'avais fini le dossier complet 2 mois auparavant, mais Hervé ne cessait de retarder la présentation finale officielle. Madame Kersozon n'est pas encore prête, disait-il en fuyant mon regard. Attendons le bon moment. Il ne faut pas la brusquer. Maintenant, je comprenais pourquoi il n'attendait pas Madame Kersozon. Il attendait Océane. Il voulait que ce soit le premier grand succès, le triomphe inaugural de sa nouvelle PDG adorée. Il voulait lui offrir mon travail sur un plateau d'argent. Un matin, je suis allé sur le serveur commun de l'entreprise pour imprimer les derniers correctifs avant la réunion prévue le vendredi. Le fichier avait été déplacé. J'ai fouillé les dossiers, le cœur battant. Et là, je l'ai trouvé. Il était dans le dossier personnel d'Océane, protégé par un mot de passe simple que j'ai deviné en 2 secondes, sa date de naissance. J'ai ouvert le fichier. C'était mon pitch deck, mes données,
ma stratégie entière. Mais le design avait changé. Les polices professionnelles avaient disparu, remplacées par des titres ludiques. Les graphiques complexes avaient été simplifiés à l'extrême. Et au bas de la diapositive de couverture, en lettres dorées, il était écrit « Présenté par Océane, PDG ». Mon nom avait disparu. Effacé. Il remettait mon travail, mon expertise, mes nuits blanches à elle. Il la laissait voler ma plus grande idée pour la présenter comme la sienne. J'ai ressenti une nausée violente, physique. Ce n'était plus seulement de l'injustice familiale. C'était du vol professionnel pur et simple. J'ai couru vers le bureau de mon père, les feuilles à la main. Océane était là, assise sur le coin de son bureau, riant d'une blague qu'il venait de faire. « Papa, c'est mon travail », ai-je crié, ma voix tremblant de rage, jetant les feuilles sur la table en verre. Elle a juste changé la police et mis son nom. Mon père a froncé les sourcils, non pas vers Océane, mais vers moi. Son visage s'est durci. « Marjolaine, calme-toi. Tu es hystérique. Ne fais pas une scène. » Hystérique ? Elle va présenter mon projet. C'est ma conception. C'est un projet d'entreprise, Marjolaine, a dit Océane avec un sourire condescendant, lissant sa jupe. Il n'y a pas de « jeu » dans une équipe. Et puis, soyons honnêtes, tes slides étaient ennuyeux à mourir, trop techniques. J'ai ajouté de l'âme, de l'émotion. Tu as enlevé les spécifications techniques des générateurs de secours, ai-je pointé du doigt, furieuse. C'est crucial. C'est des détails techniques, ça encombre l'esprit des clients, a-t-elle répondu en levant les yeux au ciel comme si j'étais une enfant gâtée. Et mon père a hoché la tête, scellant mon destin. Océane a raison. Il faut vendre du rêve, pas de la mécanique. Laisse ta sœur gérer ça. Tu devrais être fière de l'aider à réussir, au lieu d'être jalouse. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier lien, fin et usé, qui me retenait encore à cet homme, à cette famille, a claqué net comme un câble d'acier trop tendu. Si vous étiez à ma place, face à votre père et votre sœur qui vous volent votre travail en vous traitant d'hystérique et de jalouse, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous explosé de rage ? Auriez-vous pleuré ? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce moment précis. Je suis resté là, dans le silence froid du bureau, regardant ces deux personnes qui partageaient mon ADN mais qui semblaient soudain être des étrangers totaux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai plus crié. La Marjolaine qui croyait aux promesses de son père, qui cherchait désespérément son approbation, était morte à cet instant. Et à sa place, une nouvelle personne, froide, vide et calculatrice, est née. Je suis sorti du bureau sans un mot de plus, passant devant la réception sans dire au revoir à personne. J'ai marché jusqu'à ma voiture comme un automate. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence complet. La pluie commençait à tomber sur Nantes, une pluie fine et pénétrante qui lavait les pare-brises, mais elle ne pouvait pas laver la honte brûlante que je ressentais d'avoir été si aveugle si longtemps. Cette nuit-là, je me suis assise à mon ordinateur personnel dans mon salon sombre. Il était 23h03. L'heure fatidique. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle. J'ai tapé les adresses de mon père, de ma sœur, et de Bernadette, la responsable RH. L'objet était simple, en majuscule, démission. Le corps de l'email tenait en 2 lignes, sans formule de politesse superflue. Cet email sert de préavis immédiat et final de ma démission de Logistique Atlantique. Ma carte d'accès et mon ordinateur portable seront sur mon bureau demain matin à la 1re heure. J'ai relu une fois. J'ai appuyé sur envoyer. Le bruit du clic de la souris a résonné comme un coup de feu dans l'appartement vide. Puis, j'ai éteint mon téléphone. J'ai pris une boîte en carton. Je suis retourné au bureau en pleine nuit, utilisant mon badge une dernière fois. Je n'ai pas remporté grand-chose. Je ne voulais rien qui appartienne à cette entreprise. Juste mon mug préféré ébréché, une petite plante grasse que j'avais réussi à garder en vie, et surtout, mon carnet noir personnel. Ce carnet contenait 10 ans de relations personnelles, les numéros directs des portables des meilleurs fournisseurs, les notes secrètes sur les préférences de chaque client, les dates d'anniversaire de leurs enfants. C'était ma propriété intellectuelle, mon réseau, pas celui de l'entreprise. J'ai laissé sur le grand bureau les dossiers en cours, empilés proprement.
J'ai laissé les clés de la voiture de fonction. J'ai laissé une photo encadrée de moi et mon père prise il y a 10 ans, lors de mon embauche. Je l'ai posée face contre le bureau. J'ai quitté l'immeuble pour la dernière fois, sous la pluie battante. Je me sentais légère. Une légèreté terrifiante, vertigineuse, comme si je sautais d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas ou des rochers. Mais je savais une chose, je ne serais plus jamais leur bête de somme. Quelques jours ont passé dans le silence absolu. J'ai roulé jusqu'en Normandie, chez une vieille tante bienveillante qui vivait près de la mer et qui n'avait pas Internet. J'ai passé mes journées à marcher sur la plage, à respirer l'air marin salé, loin des camions, des factures et des cris. Je voulais disparaître, devenir invisible. Puis, comme je m'y attendais, la panique a commencé à filtrer à travers les fissures de mon isolement. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone 3 jours plus tard, c'était un désastre numérique. L'écran s'est illuminé de centaines de notifications. Des douzaines d'appels manqués. Ma mère, Sylviane, qui n'avait jamais pris parti pour moi, avait laissé des messages vocaux larmoyants et accusateurs. Marjolaine, tu déchires cette famille. Ton père est bouleversé, il ne mange plus. Comment peux-tu être aussi égoïste et ingrate? On t'a tout donné. Rappelle-nous immédiatement. Ma sœur Océane avait envoyé une série de textos, passant de la fausse gentillesse à l'agressivité pure. Tu es tellement dramatique. Tu vas vraiment faire un caprice juste parce que papa m'a enfin donné un vrai rôle? Tu surréagis. Reviens, on a besoin du code pour le serveur sécurisé, je ne le trouve nulle part. Puis plus tard, répond espèce de folle. De mon père, Hervé, rien. Pas un mot. Pas un message. Bien sûr que non. Il était trop fier pour supplier, trop habitué à être le patriarche incontesté. Il s'attendait à ce que je rampe, à ce que je revienne la queue entre les jambes après avoir boudé. Il pensait que c'était juste un coup de bluff. Il pensait que je ne pouvais pas vivre sans l'entreprise, sans son approbation. J'ai tout ignoré. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter jusqu'au bout. J'ai bloqué le numéro d'Océane. J'ai bloqué celui de ma mère. Puis un appel est arrivé de Bernadette, la responsable RH. J'ai hésité, puis j'ai décroché, car Bernadette était la seule alliée, la seule personne intègre que j'avais laissée là-bas. Marjolaine, elle semblait soulagée, sa voix chuchotant presque, comme si elle avait peur d'être entendue. Dieu merci. Tu vas bien? On s'inquiétait. Je vais bien, Bernadette. Juste au chômage et libre, ai-je répondu. Elle a soupiré lourdement. Écoute, je ne suis pas censée te dire ça, je pourrais être virée, mais c'est le chaos total ici. Les chauffeurs ne savent plus quelle route prendre car tu gérais le planning optimisé. Le nouveau fournisseur de glace a livré avec 4 heures de retard hier, une cargaison de saumon a failli être perdue. Mais le pire, c'est qu'ils maintiennent la présentation Kersozon pour ce vendredi. Océane va le faire. Elle va le présenter comme le sien, ai-je dit calmement, sans surprise. Je sais, a dit Bernadette. Le problème, c'est qu'elle ne comprend pas les données. Elle a demandé aux analystes de rendre les diapositives plus jolies et de simplifier les chiffres barbants. Elle a supprimé la diapositive critique sur les risques de contamination croisée et le plan B en cas de panne électrique. Elle pense que le budget de 12 millions est une suggestion créative, pas une limite ferme. Bernadette a marqué une pause dramatique. Elle va se planter royalement, Marjolaine. C'est un suicide commercial en direct. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu as travaillé si dur sur ce projet. J'ai réfléchi à sa question, le téléphone collé à l'oreille, regardant les vagues grises de la Manche. J'ai pensé au client, Madame Kersozon. Une femme qui vivait et respirait la logistique, qui respectait la rigueur par-dessus tout. Une femme avec qui, 3 mois plus tôt, j'avais eu un déjeuner privé discret. Elle avait été frustrée par le flou artistique et les promesses vagues de mon père lors des premières réunions. Et moi, dans un moment de confiance stratégique rare, je lui avais montré, en off, sur ma tablette, mes modèles de données préliminaires pour son événement. Je me souvenais d'elle regardant mes analyses complexes, hochant la tête lentement, un petit sourire satisfait sur son visage sévère. Ça, avait-elle dit en pointant mon tableau Excel coloré, c'est le genre de réflexion que j'attendais. C'est du solide.
Madame Kersozon savait déjà que le cœur de l'idée était le mien. Elle connaissait mon esprit, ma logique, mes chiffres. Bernadette, ai-je dit doucement. Je ne fais rien. Comment ça? Tu ne vas pas prévenir ton père? Je veux dire, je ne vais pas interférer. Je ne vais pas la sauver. Je ne vais pas le sauver, lui. Il a fait son choix. J'ai fait une pause, et un calme froid, presque métallique, s'est installé en moi. Elle veut être PDG. Elle a voulu le titre, le salaire, la gloire. Laisse-la être PDG. Laisse-la assumer. Je n'avais pas besoin de tendre un piège machiavélique. Mon père et ma sœur l'avaient déjà construit eux-mêmes, brique par brique, mensonge par mensonge, vanité par vanité. Océane était sur le point de marcher droit dedans, les yeux grands ouverts. Je n'avais pas besoin d'être dans cette salle de réunion vendredi. Je pouvais imaginer la scène parfaitement, comme si j'y étais. Je connaissais Océane. Je connaissais Madame Kersozon. Et je connaissais mes propres données mieux que personne. Océane entrerait avec cette confiance sans effort, portant probablement une tenue Chanel vintage et des talons hauts. Elle charmerait la salle, souriant de toutes ses dents, appelant tout le monde par son prénom, distribuant des compliments vides. Elle ne présenterait pas le projet Kersozon, elle le jouerait comme une actrice dans une pièce de théâtre. Les lumières s'éteindraient, le projecteur s'allumerait, et mes diapositives, mes données, mon analyse, ma stratégie clignoterait sur l'écran, reconditionnées dans ces nouvelles polices tendances, vidées de leur substance. Elle utiliserait des mots comme synergie, résonance de marque, holistique et disruption créative. Elle survolerait les modèles de données complexes, les allocations budgétaires algorithmiques, les prévisions météorologiques critiques. Elle les traiterait comme des notes de bas de page ennuyeuses, des obstacles à franchir rapidement pour arriver aux jolies photos de crevettes sur glace et de décorations florales. Elle ne comprendrait pas que pour la cliente, Madame Kersozon, les données étaient la jolie photo. La sécurité alimentaire était la beauté du projet. Je pouvais voir la scène dans mon esprit, Madame Kersozon assise en bout de la longue table en acajou, parfaitement immobile, les mains croisées, écoutant patiemment. Madame Kersozon, une PDG qui avait bâti tout son empire sur des chiffres, des marges et des réalités dures, pas sur des hashtags et des sourires. Quand Océane finirait sa performance, essoufflée et fière, attendant les applaudissements, Madame Kersozon se pencherait en avant. Son sourire serait mince, tranchant comme une lame de rasoir. Impressionnant, créatif, Océane. Très visuel. Mais pouvez-vous revenir à la diapositive 47, s'il vous plaît? Océane s'exécuterait, confiante. Le modèle d'allocation thermique, dirait Madame Kersozon. Vos données suggèrent un transfert budgétaire de 15% vers l'éclairage d'ambiance et la décoration florale, mais vous avez supprimé la ligne budgétaire concernant les générateurs de secours pour les camions frigorifiques de type B. Pouvez-vous m'expliquer quel jeu de données précis vous avez utilisé pour justifier que le risque de panne électrique est nul en plein mois de juillet à Nantes? Et c'est là que ça arriverait. L'instant de vérité. Le silence. Le lourd silence de la mort subite. Le regard vide, paniqué, de biche prise dans les phares, dans les yeux d'Océane alors qu'elle essaierait frénétiquement de trouver la réponse dans ses notes inexistantes. Elle n'aurait pas de réponse. Elle ne savait pas ce que ces données signifiaient. Elle ne savait même pas ce qu'était un camion de type B. Elle savait seulement que les photos étaient jolies. Je pouvais l'imaginer en train de bafouiller, essayant de pivoter, de faire de l'humour, peut-être même en riant légèrement, nerveusement. Eh bien, Madame Kersozon, la vraie valeur ici n'est pas seulement les chiffres durs, n'est-ce pas? C'est la synergie émotionnelle que nous créons pour vos invités. C'est une question de ressenti global de la marque. Nous faisons confiance à l'univers pour la météo, il fera beau. Mais Madame Kersozon n'écouterait pas ces bêtises. Elle regarderait droit vers Océane. Son expression inchangée, mais ses yeux perçants, impitoyables. Madame Kersozon savait. Elle savait parce que je lui avais secrètement montré mes modèles initiaux. Elle savait quel esprit avait bâti cette stratégie de sécurité. Et elle savait que la personne debout devant elle, essayant de faire passer ce travail complexe pour le sien, était une fraude absolue. Une coquille vide. L'autodestruction d'Océane ne serait pas une explosion bruyante. Ce ne serait pas une dépression dramatique avec des cris.
Ce serait le silence froid, humiliant et terrifiant de l'incompétence exposée au grand jour. Ce serait le moment où mon père, qui je suis sûr était assis au fond de la salle, rayonnant de fierté paternelle au début, réaliserait avec horreur que sa nouvelle PDG, sa visionnaire, ne pouvait pas répondre à une seule question basique sur la campagne à 12 millions d'euros qu'elle était supposée diriger. Ce serait le moment où la perspective fraîche se révélerait n'être rien d'autre que du vide sidéral. C'était vendredi après-midi. J'étais toujours en Normandie, dans ma petite chambre d'amis, pliant des pulls dans un carton. Je faisais mes valises pour un long voyage, peut-être l'Italie. Mon téléphone personnel a sonné. Celui que je n'utilisais jamais pour le travail. J'ai regardé l'écran. Le nom affiché m'a fait arrêter mon geste. Madame Kersozon. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Ma voix était calme, posée. Marjolaine à l'appareil. C'était. Elle a fait une pause, cherchant le mot juste, sa voix crépitant légèrement. Une présentation, remarquable. Dans le pire sens du terme. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. La direction créative de votre sœur, a continué Madame Kersozon, sa voix plate, professionnelle et glaciale, n'était pas ce dont nous avions discuté lors de notre déjeuner. Plus important encore, elle était incapable d'expliquer un seul point de données de son propre dossier. Elle ne pouvait même pas identifier le modèle de coût d'acquisition de base dont vous et moi avons discuté il y a des mois. Elle m'a parlé de l'énergie de l'univers quand je lui ai parlé de groupes électrogènes de secours. J'ai regardé une pile de livres que je devais emballer. Je ne ressentais rien, pas de joie, juste une tranquillité absolue. La vérité avait éclaté. Nous retirons le contrat du centenaire de 12 millions, avec effet immédiat, a tranché Madame Kersozon. Je vous dis cela uniquement en tant qu'autrice réelle du projet, parce que je veux être claire avec vous. Nous ne travaillerons pas avec Logistique Atlantique. Jamais. À moins que vous ne soyez celle qui dirige le compte personnellement. Au revoir, Marjolaine. Elle a raccroché. Le tonalité, bip bip, a résonné. C'était fini. J'ai posé le téléphone doucement sur le lit et j'ai placé un livre dans le carton. 1 heure plus tard, exactement comme prévu, mon téléphone a sonné à nouveau. L'écran affichait « Papa ». J'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu. « Allô ? Marjolaine. Qu'est-ce que tu as fait ?» Il ne demandait pas. Il hurlait. La panique dans sa voix était si épaisse, si brute, que je pouvais à peine le comprendre. J'entendais son souffle court, paniqué. Madame Kersozon a retiré le contrat. Tout le truc. Elle a appelé son avocat. 12 millions d'euros, Marjolaine. C'est la fin. L'entreprise va couler. Tu dois revenir. Tu dois arranger ça maintenant. Appelle-la. Dis-lui que c'est un malentendu. J'ai fait une pause, écoutant sa respiration frénétique. J'imaginais ses mains tremblantes, son visage rouge, les veines de son cou saillantes. J'imaginais Océane pleurant dans un coin. Je ne suis pas la directrice des opérations, père, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, contrastant violemment avec son hystérie. Je ne travaille plus pour toi. Océane est la PDG. Elle a la vision, tu te souviens ? Elle a la modernité. Laisse ta fille PDG gérer ça. Elle trouvera sûrement une solution holistique avec ses cristaux. Marjolaine, ne sois pas cruelle. C'est ta famille. La famille ne vole pas le travail des autres, papa. J'ai raccroché. Mon téléphone s'est immédiatement allumé à nouveau. Ma mère, Sylviane. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Un SMS est arrivé dans la seconde. C'était Océane. Tu m'as espiégé. Salope. Tu m'as jeté au loup. C'est ta faute. Tu savais qu'elle poserait ces questions. Tu as ruiné ma vie. Papa est en train de faire une crise cardiaque. Mon pouce a plané au-dessus du message. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, un vieux réflexe de grande sœur protectrice, vite étouffé par le souvenir de mon nom effacé des diapositives et de son sourire suffisant. Puis j'ai juste bloqué son numéro. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père. J'ai éteint le téléphone. Je suis retournée à mes cartons.
Une semaine entière a passé. Rien, juste le silence de mon côté, la paix de la campagne normande. Mais je savais que c'était le chaos absolu du leur. J'ai entendu par Bernadette, la responsable RH, qui m'envoyait des emails cryptés, que le bureau était littéralement en feu. 2 des analystes de données seniors avaient démissionné après avoir été insultés publiquement par Océane qui cherchait un bouc émissaire pour son échec. Les clients appelaient, exigeant des réponses sur les retards logistiques et les ruptures de stock. L'entreprise saignait de l'argent à un rythme alarmant, et la nouvelle PDG n'avait aucune idée de comment arrêter l'hémorragie. Elle s'était enfermée dans son bureau repeint en jaune et refusait de sortir, prétextant une migraine émotionnelle. Puis, le 8e jour, un email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. C'était de mon père. Pas de sujet. Juste 3 mots dans le corps du message. Que veux-tu? C'était la capitulation. Je n'ai pas répondu directement. J'ai transféré l'email à mon avocat, un homme redoutable que j'avais engagé la semaine précédente. Mon avocat lui a répondu 1 heure plus tard, réunion juridique demain, 10 heures, au cabinet. Ma cliente sera présente. Je suis entrée dans cette salle de conférence moderne, avec ses vitres donnant sur la ville, et pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air petit. Minuscule. Il était assis à côté de son avocat, un vieil ami de la famille qui avait l'air gêné. Ses épaules étaient affaissées, son visage gris. Il avait l'air vaincu, vieilli de 10 ans en 1 semaine. Océane n'était pas là. Il savait qu'elle ne pouvait pas être là. Sa présence aurait été une insulte de trop qui aurait fait capoter la négociation. Marjolaine, a-t-il commencé quand je me suis assise, sa voix lourde et rauque, ses yeux implorants. On ne peut pas régler ça en famille? Sans les avocats? Je l'ai coupé d'un geste de la main. Je n'étais pas là pour écouter des excuses tardives ou des justifications sentimentales. Ce temps était révolu. Voici les termes, ai-je dit, en faisant glisser une seule feuille de papier sur la table en acajou poli. Son avocat l'a prise, a ajusté ses lunettes, a lu, et a écarquillé les yeux de surprise. Il a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille de mon père. Mon père a pâli visiblement. Je l'ai énoncé à voix haute pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, chaque mot tombant comme un marteau. Premièrement, 51% des parts de l'entreprise sont transférées à mon nom immédiatement. Je prends le contrôle majoritaire et décisionnel. Deuxièmement, je récupère le titre de présidente directrice générale, effectif à la signature. Troisièmement, j'ai le contrôle stratégique total et absolu sur tous les comptes, y compris et surtout le compte Kersozon. Et quatrièmement, j'ai marqué une pause, fixant mon père dans les yeux, Océane est démise de toutes ses fonctions de direction et du conseil d'administration. Elle n'aura aucun contact client ni aucun pouvoir de décision. Si elle souhaite rester dans l'entreprise, elle sera affectée à un poste administratif non stratégique, au salaire minimum de la convention collective, sous la supervision directe de ma nouvelle responsable de la stratégie. Elle pointera comme tout le monde. Mon père a regardé le papier comme si c'était un arrêt de mort. Puis il m'a regardé. Ses yeux étaient humides de larmes de rage et d'impuissance. 51%? Marjolaine, c'est mon entreprise. Je l'ai construite de mes mains. Tu me voles. Je ne te vole pas, je te sauve. C'est le prix, papa, ai-je dit froidement, sans ciller. L'entreprise que tu as construite est à 3 jours de l'insolvabilité. Les banques vont appeler lundi pour couper les lignes de crédit. Madame Kersozon va te poursuivre pour rupture de contrat et dommages et intérêts mardi. Sans moi, Logistique Atlantique n'existe plus mercredi. Tu finiras ruiné. Il savait que j'avais raison. Il n'avait pas le choix. Il a baissé la tête, regardant ses mains posées sur la table. Ses mains qui avaient travaillé dur autrefois, mais qui avaient choisi la facilité et la vanité à la fin. Il a hoché la tête lentement, un mouvement douloureux. D'accord. Tu as gagné. Il a signé. Sa main tremblait tellement que la signature était à peine lisible. Quand je suis retourné dans les bureaux de Logistique Atlantique le lendemain, je n'ai pas ressenti un élan de victoire euphorique. Je ne me sentais pas comme si j'avais gagné une guerre. Je ressentais juste, du but. De la clarté. Ce n'était pas une question de vengeance mesquine. La vengeance concerne le passé,
punir ce qui est déjà brisé. C'était une question de justice. Et la vraie justice concerne l'avenir, la construction. C'est la justice des égouts, comme on dit parfois. Ce n'est pas brûler le champ par colère. C'est arracher les mauvaises herbes, même si elles ont de jolies fleurs, pour pouvoir enfin planter quelque chose de réel et de durable. Mon premier acte en tant que PDG n'a pas été de virer des gens par rancune. C'était de reconstruire. J'ai passé la matinée à restructurer l'équipe de données, j'ai remis les anciens processus en place et j'ai appelé personnellement les 2 analystes qui avaient démissionné. Je leur ai offert une augmentation substantielle et je leur ai parlé de la nouvelle direction. Ils étaient de retour avant le déjeuner, soulagés. Océane ? Elle a piqué une crise monumentale quand elle a appris la nouvelle. Elle a hurlé dans le couloir, elle a pleuré, elle a menacé de faire un procès. Je suis sortie de mon bureau et je lui ai simplement montré son nouveau poste, un petit cubicule près des toilettes, loin des fenêtres, avec un téléphone pour gérer les plaintes clients et faire de la saisie de données. C'est ça ou la porte, ai-je dit. Elle m'a regardé avec haine, a pris son sac à main de luxe, et a démissionné sur le champ. C'était mieux ainsi. L'entreprise était purifiée. Et cet après-midi-là, je me suis assise à mon nouveau bureau, celui dans le grand bureau d'angle qui avait été repeint en jaune mimosa, que j'ai immédiatement fait programmer pour être repeint en blanc cassé le lendemain. J'ai pris le téléphone fixe et j'ai composé le numéro direct de Madame Kersozon. Madame Kersozon, c'est Marjolaine. J'ai entendu son sourire à travers le téléphone. C'était un son rare, précieux. Marjolaine. Je me demandais si j'allais avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Je suis désolée pour la confusion et le désordre de la semaine dernière, ai-je dit professionnellement. Il y a eu un changement majeur de direction. Je suis officiellement la nouvelle PDG et je détiens 51% des parts. Je suis la seule décideuse. Madame Kersozon est restée silencieuse un instant, appréciant la nouvelle. Eh bien, a-t-elle dit, cela change tout. Envoyez-moi la nouvelle proposition. Je l'examinerai ce soir. Je vais faire mieux, ai-je dit en ouvrant mes fichiers originaux sur mon ordinateur portable fraîchement reconnecté au réseau sécurisé. Je vous envoie le vrai pitch Kersozon maintenant. Celui que vous étiez censé voir vendredi dernier. Le fichier avec les générateurs de secours et l'analyse des marées, a-t-elle demandé avec une pointe d'amusement dans la voix. Exactement. Et avec l'analyse complète des risques thermiques et le budget réaliste. Elle a ri doucement. J'attends votre mail, Marjolaine. Bienvenue aux commandes. On signe demain. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé par la fenêtre, vers le port de Nantes et la Loire qui coulait tranquillement. Mon père, ma sœur, ils pensaient que ma valeur était quelque chose qu'ils pouvaient me donner ou me retirer à leur guise, comme un titre, un bureau ou un pourcentage. Ils pensaient qu'ils pouvaient juste la donner à Océane comme on donne un vieux jouet à un enfant gâté. Mais ma valeur n'a jamais été à eux de donner. C'était ma compétence. C'était le travail que j'avais fait, les systèmes que j'avais construits, les données que je comprenais. Ils n'ont pas vu ma valeur jusqu'à ce que je la reprenne. Jusqu'à ce que je parte avec. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Peut-être est-ce vrai. Mais vous pouvez choisir ce que vous êtes prêt à accepter d'eux. Vous ne pouvez pas les laisser définir votre valeur. Vous devez la définir pour vous-même. Et ensuite, vous devez exiger qu'ils la respectent, ou qu'ils en paient le prix. Parfois, pour sauver la maison, il faut laisser le toit s'effondrer un peu, juste pour montrer à tout le monde qui tient vraiment les piliers. J'ai récupéré le contrat de 12 millions. J'ai sauvé l'entreprise et les emplois de mes collègues. Mais plus important encore, je me suis sauvé moi-même. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, ou si vous avez dû vous battre pour obtenir ce qui vous revenait de droit, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice et de karma. À la prochaine.
Yeah. That's why. Okay, the zombie despawned. I need a name tag. I'm like, no, nothing's spawning in. Like, why is it not working? And then I realize. Autumn, what are you doing right now? Hey, And Doc. oh, hello, Sunken. Hi. Um, I think me, Oxy, and Nick were gonna start playing like modded Minecraft, and Nick brought up that you were playing Minecraft, so I figured I should invite you as well. We're gonna be Uh, playing with like crate and shit. I'll let you know. Right now, I'm on Bedrock right now. All right, all right. Appreciate it. Yeah. The invitation remains open. Okay, I'll let you know. Thank you. All right. See ya. Not right now. I got a mission right now. Exactly. How do I make a name tag again? Name. There it is. I need paper. Oh, easy. Yeah. It is. I got this down. Thank you. Now I need an anvil. Oh my god. Now I need some iron. Just get iron? No, I should have thought of that. I'm so stupid. Don't comment on that, Autumn, because I know you're gonna be like, oh yeah, you are. You are. See, look at that. Read you like a book. Just opened you up like a page. How dare you, Mario? If you're in stream and you didn't even say hi to me, how dare you? First of all. When I started balling, I was young. Oh, and I lost my fucking pail. It's okay, pails aren't that useful. It is if you want to have fun. I guess. Oh, you mean your bucket? Oh, I'm like thinking about the small little bag that's like really useless. Like hold like